Ok, très bien. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Je m'appelle Shakira McIntosh. Je suis directrice chez Global Health Strategies. Je vous souhaite tous la bienvenue ce soir pour cette discussion sur les médias et le journalisme environnemental. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir dans la salle avec nous. Nous sommes une toute petite groupe, donc je vais demander à tout le monde de venir devant. Juste comme ça, on peut vous voir. On aura l'occasion, bien sûr, tout à l'heure de poser des questions et ça me va parfaitement d'avoir des amis avec nous ce soir. On va plus être étrangers dans cette salle. On va venir tout proche et on va parler ensemble. Euh, donc, bienvenue. Je vais passer la parole à mon co-modérateur, le doyen Maktar Silla, qui va débuter cette discussion avec une introduction de contexte. Qu'est-ce qu'on espère avoir à la fin de cette discussion? Quels sont nos objectifs? Et puis, on va passer tout à l'heure à l'introduction de notre panel. Et donc, après cela, on aura une occasion de parler avec vous et d'écouter vos questions et de résoudre quelques problèmes ensemble, disons. D'accord, donc je vous passe la parole, Maktar. Merci. Hello, Shakira. Since you started in French, let me start in English and tell you that I'm very deeply honored to share this panel with you and co-moderate. Mesdames, Messieurs, voilà, chers invités, le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui est d'une importance capitale. La question de l'environnement n'est pas uniquement une question de spécialistes parce qu'elle affecte nos vies. Vous avez pu, si vous suivez l'actualité la plus récente, voir tout ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Je vais commencer par des pays comme Madagascar, avec El Niño et tous ses effets. Plus récemment, dans un pays où personne ne pouvait l'imaginer, le Maroc, aux confins du désert. Nous pouvons citer la Côte d'Ivoire avec ses inondations il y a quelque temps, et le pays qui aujourd'hui nous accueille, le Sénégal, avec la crue du fleuve Sénégal et toutes ses conséquences. Les conséquences sont multiples. Elles affectent la vie des populations dans leur quotidien le plus immédiat, mais également en termes de santé, en termes d'éducation pour les élèves qui vont à l'école, en termes d'économie, puisque quelquefois cela affecte effectivement l'économie d'un pays. Et cela nous interpelle plus particulièrement, nous les gens des médias. Qu'est-ce que les journalistes font pour accompagner effectivement, pour prévenir, pour comprendre eux-mêmes en tant que journalistes, effectivement, toutes ces questions environnementales, pouvoir choisir les bons interlocuteurs pour que cela puisse effectivement éclairer la lanterne de cette grande masse que constituent nos populations, essentiellement des populations les plus vulnérables. Donc, c'est véritablement autour de ces enjeux-là, avec une véritable, j'allais dire, mise au point sur ce qui se passe à l'heure actuelle, mais au-delà, d'aller véritablement vers des solutions, vers des recommandations qui nous permettront, au sortir de ce panel, d'avoir quelques idées qui vont renforcer les initiatives qui se font, les élargir peut-être à d'autres. Shakira. Merci, Maktar. Donc, pour nous aider à aborder ces questions aujourd'hui, nous avons notre illustre panel, donc Dr. Moustapha Sen, membre fondateur et président honoraire de Environment and Press Research Group. Bienvenue. S'il vous plaît, souhaitons-le de bienvenue. Monsieur Youssouf Bamba, président du Réseau africain des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement. Bienvenue. Et nous avons également des panélistes qui sont joints à nous en ligne. Donc, Daouda Diouf, responsable de l'action climatique et de la résilience sanitaire à la Fondation S. Roland Aziaka, journaliste de l'Éco-Conscience TV au Togo. Et Samira El Mehmed, journaliste spécialiste en environnement. Donc, applaudissements. Donc, je vous le passe. Commencer avec notre confrère Youssouf Bamba. Votre organisation, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? De quoi s'agit-elle? Quelles expériences vous avez vécues jusqu'à présent? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et quel est véritablement le rôle aujourd'hui des journalistes et des médias de manière plus globale?
OK, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, notre réseau s'appelle Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. C'est une organisation régionale des médias qui a été créée le 13 juin 2020 et qui, à ce jour, a commencé d'abord avec 17 pays. Et aujourd'hui, nous sommes 36 pays africains. L'objectif à terme pour l'année 2025 est d'avoir au moins l'ensemble des pays africains membres de ce réseau. Pourquoi nous avons payé ce réseau? Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de déficits en matière de communication. La communication est un métier qui doit être fait par les professionnels de la communication. Il est vrai que le journalisme n'est pas la seule voie pour faire de la communication. Et nous pensons que les médias sont extrêmement importants. C'est là que nous diffusons tous nos messages. Et quelquefois, quand il y a des pandémies, quand il y a des épidémies, la communication n'est pas assez satisfaisante. Vous avez vu depuis la période du VIH, en passant par COVID-19 jusqu'à tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des problèmes essentiellement de communication. Parce que les problèmes que nous rencontrons, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement, et pour être plus précis pour ce qui concerne l'impact du changement climatique, ce sont des problèmes qui touchent les communautés. Mais qui parlent aux communautés, c'est vrai qu'il y a les ONG, il y a d'autres organisations, mais ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est que tout le monde écoute au moins les médias, que ce soit les médias traditionnels, les radios, télé, presse écrite, maintenant presse en ligne, mais également les médias sociaux, il faut pouvoir en parler. Donc, nous pensons que nous avons pensé que c'était important. C'est vrai que les médias travaillent déjà dans la santé. On a des services, on a des desks santé, tous, environnement. Mais nous avons plus ou moins les mêmes problèmes dans nos pays. Comment alors faire pour que nous puissions mutualiser nos efforts? Voici comment nous avons créé ce réseau. Donc, nous échangeons des programmes, nous échangeons un certain nombre de préoccupations liées à nos pays et les expériences des uns servent à d'autres pour aller de l'avant. Alors, la question que vous avez posée est très large. Je pense que nous allons certainement aborder ça sur 2 angles. La première chose que nous allons vous dire tout de suite, c'est que nous plaidons pour ce qu'on appelle la spécialisation des journalistes. Parce que c'est vrai, un journaliste n'est pas formé pour faire de la santé seulement, ou pour faire de l'environnement seulement, ou bien pour faire même de la culture seulement. Mais quand on arrive, on essaie de faire des choix. On a constaté que beaucoup de nos confrères ne choisissent pas la santé et l'environnement, par exemple, ce qu'on appelle les sujets de société. Les gens sont beaucoup plus dans des sujets comme la politique. Bon, il paraît que ça paye bien. Je n'ai pas encore fait. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans le sport. Parce qu'avec le sport, on gagne beaucoup d'argent. Et les sujets comme la santé et l'environnement sont un peu les parents pauvres dans nos rédactions. Donc, nous, on a décidé de relever le défi parce que j'ai l'habitude de dire aux journalistes que, logiquement, tout journaliste, qu'il fasse du sport, de la culture, de la politique, de l'économie, devrait d'abord s'intéresser à la santé. Parce que tu ne peux pas faire de l'économie, du sport et de la politique si tu n'es pas en bonne santé. On a l'impression, les journalistes souvent ont l'impression que ça ne concerne que les autres. Alors que nous-mêmes, nous sommes d'abord concernés. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas venir s'asseoir ici, on ne peut pas venir au Forum Galien, on ne peut pas aller faire des reportages sur le terrain. Donc, la question fondamentale pour moi est la question de pouvoir intéresser les journalistes aux questions de santé. Maintenant, pour qu'ils soient efficaces dans ce travail, ils ont besoin de formation. Parce que, bon, on n'apprend pas, les médecins apprennent certaines choses là où ils deviennent médecins, c'est-à-dire dans les facultés de médecine, mais nous, on n'apprend pas ces choses-là. On a besoin maintenant, en nous confrontant aux réalités, au quotidien des médecins, mais aussi des communautés, des ONG, des réalités qu'on rencontre chaque jour, pouvoir apprendre. Non, nous demandons aux journalistes de pouvoir se spécialiser parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Voilà. S'il y a des footballeurs, ils ne sont pas forcément basketteurs.
Les basketteurs ne sont pas forcément des handballeurs. Chacun a choisi sa ligne. Nous encourageons les journalistes avec des formations grâce à l'appui technique des spécialistes qui ont appris ce métier, des institutions, qu'elles soient nationales, régionales, sous-régionales ou internationales, de pouvoir donc davantage apprendre et comprendre les problèmes de santé et d'environnement. Pour le moment, je peux dire ça. Il y a d'autres choses qu'on pourra dire après. Merci, Monsieur Bamba, merci beaucoup. Dr. Sen, je vais venir vers vous, en fait, parce que justement, nous avons entendu un peu le plaidoyer pour plus de formation et l'importance de cette formation, l'importance aussi de partage entre nos pays, partage des informations. Vous êtes au CESTI, qui est un des leaders de formation de journalistes ici au Sénégal. Quel est votre avis sur ce que M. Youssouf vient de dire et quelles sont les priorités au niveau de CESTI? Quels sont aussi les défis auxquels vous êtes confrontés pour la formation de journalistes pour ces sujets en particulier? Merci beaucoup, madame, et merci, chers collègues. Vous me permettrez peut-être de sacrifier à une sorte de rituel que peut-être Matar, mon ami, va me permettre de faire, quitte à blesser sa modestie. Bon, le privilège de l'âge et aussi d'avoir été son contemporain dans un métier qu'on a eu à partager ensemble m'oblige à dire qui est lui quand même. Parce que je suis très certain qu'il y en a beaucoup dans la salle qui ont entendu parler de Matar Sylla sans savoir qui c'était. Voilà lui. Et lui, c'est un journaliste, entre autres journalistes à tous les niveaux d'exercice de ce métier. Un des inventeurs du journal télévisé en anglais, c'était lui, avec un autre grand frère, Ibrahima Sané, à Radio Sénégal, quand c'était la RTS à ses débuts, parce que ça venait de shifter de l'ORTS, l'Office de radio-télévision du Sénégal, vers la RTS que vous connaissez avec son logo actuel, et qui s'est accompagné d'un déménagement, parce que la RTS était à la maison mère qu'eux, ils appellent Kergoumak, qui était en face de Sorano, avant que ça migre vers le Triangle Sud. Ça fait déjà un certain nombre d'années, et ceux qui n'ont pas été témoins oculaires ou acteurs de cet événement-là ne peuvent pas en savoir. Donc, je me dois, parce que j'étais dedans, je le connais, de vous dire qui est-ce qu'il était. Bon, qui est-ce qu'il est? Il est journaliste, mais il n'est pas que journaliste, il était aussi universitaire. Il est universitaire, il donnait des cours au département d'anglais. Il enseignait, entre autres choses, la littérature à un moment où les journalistes n'étaient que journalistes. Lui, il était journaliste universitaire, enseignant à l'université, entre autres. Hein, polyglotte, avant d'aller sur l'international. Bon, Dieu a fait que, moi, étant journaliste de base et journaliste de terrain, j'étais plus ami avec ces gens qui étaient ses employés, les Mamles camarades, paix à son nom, dont le CESI porte le nom. Un camarade, les Madame As Ndiaye que vous connaissez, c'est la vieille garde, là, les anciens combattus de la presse sénégalaise, comme je les appelle, pour ne pas dire combattants, parce que pour ceux d'entre nous qui sommes là, bon, c'est ça. Matar, vous avez besoin, en tout cas, vous, de grappiller un peu plus pour savoir qui il est, pour votre gouvernement à vous, pour avoir un leader, même s'il n'est pas là tout le temps. Et je sais que si d'aventure vous cherchez à le contacter, je peux vous assurer que sa disponibilité est d'une générosité est telle qu'il ne manquera pas de vous bonifier de son expérience. Donc ça, je me devais de le faire. Et pour revenir à cette question, la personnalité de Matar lui-même donne à voir sur ce que doit être le journalisme moderne. On ne peut pas se confiner à être simplement un journaliste parce qu'on a eu un bac formé sur 3 ans dans un institut, même si c'est un centre d'excellence comme le CESI l'a été pendant de longues années et qui continue encore à l'être. Mais il faut s'ouvrir parce que le monde dans lequel on évolue est en évolution permanente. Et bon, ceux d'entre nous qui se sont spécialisés sur les questions d'environnement le comprennent parce que bon, quand on est journaliste sportif, on est souvent journaliste sportif et souvent dans le sport, on est spécialisé en handball, les autres, football, les autres, etc. Mais si par malheur vous êtes journaliste et que vous vous intéressez par curiosité, par appétence ou par intérêt personnel ou par une autre motivation à vous intéresser aux questions d'environnement, comme ça a été le cas pour moi, mais vous êtes dans une corvée permanente parce que vous êtes obligé de parler de tout,
dans un domaine où ceux qui sont même dans le secteur de l'environnement, scientifiques, ils sont dans ce secteur-là qu'on appelle environnement, mais ils sont spécialisés dans le domaine. Un environnementaliste océanographe, il ne s'occupe que des océans et d'autres choses. Un géologue environnementaliste, il ne s'occupera que de la terre, des aspects sismiques, etc. Bon, le géographe socio-anthropologue environnementaliste, il ne s'occupera que des aspects de représentation liés aux imaginaires des peuples, aux construits et comment les peuples arrivent à se forger une identité à partir de leur immersion dans leur propre environnement, etc. Donc, le malheureux journaliste qui va travailler sur l'environnement va au quotidien être en contact avec des environnementalistes supposés, mais spécialisés dans des domaines où ils ne sont spécialistes que de ça. Vous voyez le caractère très ardu de ce type de travail-là. Vous allez aujourd'hui interviewer un professeur d'université spécialisé d'épidémiologie, d'autres de physique nucléaire, d'autres de biologie marine, etc. Mais vous êtes obligé de rendre compte de ça. Ça vous impose quoi? Vous n'êtes ni universitaire, ni scientifique, vous n'êtes que journaliste et vous avez l'obligation d'avoir de l'écoute par rapport à cette expertise-là et d'en rendre compte sans trahir l'expert que vous avez interviewé la veille, etc. C'était tellement difficile et abrupt que l'expérience m'a prouvé que, bon, d'abord, l'université, quand même, les experts, c'est les experts. Hein? Bah, l'université, c'est un peu la réplique de l'armée hein, du point de vue de sa structuration. Nous sommes entre journalistes et spécialistes de médecine. Moi, j'ai été ébloui, jeune journaliste, cestien qui avait fréquenté la faculté de lettres, de voir comment le décorum de la faculté de médecine, hein, avec toute l'architecture pyramidale, le professeur de rang A, avec la structuration, les maîtres assistants. Vous allez dans les hôpitaux, le professeur d'université, jusqu'à maintenant, je ne sais plus ce que c'est encore, quand un professeur de médecine venait, les amis avec moi qui étaient jeunes internes des hôpitaux, mais à la limite, ils portaient le cartable, quoi, un peu comme... et c'était hiérarchique. Bon, ça nous intriguait outre mesure, nous autres facultés de lettres, héritiers de ce que mai 68 avait généré comme idée de subversion. Hein. Il est interdit d'interdire. Bah, là, c'était une autre réalité. Et comme par hasard, ceux qui étaient journalistes, c'est ceux qui sortaient des facultés de lettres, département anglais, philosophie et autres, ou qui faisaient le cursus normal, qui n'avait rien à voir avec des normes instituées, académiques, structurées, comme c'est le cas dans les facultés de médecine, etc. Et ça a fait que pendant très longtemps, les gens, les sachants, comme on les appelle, pour employer un terme, c'est les experts aujourd'hui, ont toujours eu... Ils ont installé une distance par rapport à nous autres journalistes, pour une raison très légitime. Parce que quand même, pour être professeur de rang A, il faut avoir crapahuté, comme on dit dans un jargon militaire, avoir été assistant, maître assistant, avoir été faire des spécialisations, etc., qui vous forge une notoriété et qui vous impose une distance que vous êtes obligé vous-même d'imposer aux autres. Bah, le journaliste qui débarque en jean basket, qui veut tout de suite venir, bah, d'abord, il ne sait pas qui est ce monsieur. C'est pour ça qu'il faut savoir qui est qui. Vous ne pouvez pas débarquer en faculté de médecine et vouloir interviewer quelqu'un. Mais attends, on va vous dire que celui-là, c'est l'assistant de son maître assistant. Ce maître assistant-là, il a un patron. Celui-là, il a déjà un autre patron avant de venir voir le grand patron que vous voulez interviewer. Petit journaliste. Et vous voulez l'interviewer parce que dans 30 minutes, la voiture va vous attendre. Vous devez aller à Yara ou aller à la RTS pour faire votre papier qui doit passer dans le journal parlé de 13 heures. Mais attends, est-ce qu'il est obligé de s'assujettir à votre agenda et à votre timing? Hein, avec tout le respect qu'il lui est dû. Si vous êtes ignorant déjà de ce qu'il est et de comment le milieu de la recherche scientifique et de l'expertise est structuré, vous allez passer à côté de la plaque. D'où la nécessité de créer des réseaux, ce qu'on a eu l'intelligence, enfin, de créer un moment, moi, où presque au soir de ma carrière de journaliste actif, j'ai pensé que quand même il fallait essayer d'abord de casser cette suspicion-là entre l'expertise et nous les journalistes, parce que sinon il n'y aura rien. Bon, et de faire de sorte que la confiance puisse s'installer, parce que c'est la condition pour créer de la confiance, pour que les gens qui savent des choses puissent en parler aux journalistes qui ont la responsabilité d'aller voir ces gens-là qui savent les choses et de les partager avec l'opinion, avec les mots qu'ils vont employer, mais qui seront obligés de rendre compte dans l'esprit de se faire comprendre, de faire comprendre le message du scientifique, mais de le faire également dans un esprit qui ne trahisse pas le véritable message. Le grec là dont vous avez fait allusion, que j'ai
j'ai aidé à la création il y a bientôt une vingtaine d'années. Donc, je suis vraiment plus le président actif. Le président actif, c'est Abdoulaye Bari, qui est à la RTS, mon jeune frère, qui est à la tête de cette organisation depuis une quinzaine d'années, pour dire simplement que cette organisation-là avait été créée pour permettre que les experts et les journalistes que nous sommes puissent d'abord se faire confiance, pour créer de la confiance, des espaces, des lieux de rencontre périodiques où ils peuvent échanger, pour que ce qui est dans le secret du laboratoire, qui intéresse les peuples qui ont investi sur leur formation, pour qui ils travaillent, au nom desquels ils dispensent des enseignements dans des facultés et autres, puissent être au courant de ce qu'ils ont fait comme avancée, pour que bon, les peuples ayant été avertis, ils peuvent pousser les opinions de manière à ce qu'ils sont à la tête des pays, parce que c'est eux qui gouvernent au nom d'une légitimité populaire qu'ils doivent au peuple, puissent faire les choses pour le meilleur de ces populations-là. Donc le journaliste, il a ce rôle très ingrat, et il a également ce rôle quand même à la fois noble, parce que charnière entre l'expertise et ce niveau-là. Donc, je m'attendais à ce que peut-être une question comme ça me soit posée tout de suite. Il le faut. Et si le journaliste ne se forme pas, ne se met pas à jour, il va être largué, mais il n'aura pas la confiance de celui chez qui il va aller chercher l'information pour faire de sorte que bon, ce que le sachant sait qui doit bénéficier aux communautés, à la population globale, puisse être partagé par cette communauté, mais par le biais du journaliste qui aura la responsabilité de transmettre le message. Merci beaucoup, Mustapha. Je crois vraiment que tu as campé le décor comme il se doit. Merci également pour ta générosité. Et je pense que nous avons ce devoir aujourd'hui d'aller vers cette spécialisation, d'encadrer la jeune génération et d'éviter d'avoir ce que j'appelle les tautologues, les connaissances qui ont connaissance de tout, qui ont la prétention d'être sachants de tout. Je pense que tu l'as dit de manière absolument claire, le journalisme, c'est un sacerdoce, mais c'est également de la formation en permanence. Tout à l'heure, je disais à Shakira, tous les jours, je fais une veille nationale, internationale qui touche à tous les secteurs de la politique au sport, en passant par l'environnement, l'innovation, l'éducation. Donc, c'est un exercice que je m'impose pour ne pas être largué, surtout à cette époque de l'intelligence artificielle et des nouveaux médias qui se développent. Et je pense que nous avons en ligne Samira. Elle est également aussi dans la formation, dans l'éducation et les journalistes. Elle s'est spécialisée pour le développement durable et toutes ces questions environnementales. Et je pense que son expérience peut absolument servir, d'autant plus que je pense qu'il faudrait, à l'instar de ce que l'Union africaine de radiodiffusion a préconisé et prôné lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Gaborone au début du mois de septembre. Donc, concernant ces questions, avec les 3 défis aujourd'hui capitaux, l'arrimage à l'intelligence artificielle, la sensibilisation à ces changements climatiques, la lutte contre le cancer, où effectivement, on a préconisé qu'il était important de l'introduire dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, déjà des fois dès le primaire. Quel est votre point de vue, Samira, et pouvez-vous partager quelques éléments de votre expérience? Elle est en ligne. Pardon, bonjour chers tous. Bonjour. Bonjour à vous, nous vous écoutons. Donc, bonjour chers tous. Donc, comme vous venez de dire, comme c'est vraiment effectivement, les journalistes, ils sont toujours sujets à des formations afin de leur permettre d'être à jour. Et c'est vraiment le cas des journalistes qui œuvrent pour l'environnement. Ils doivent toujours être formés à des sujets qui sont en relation avec l'environnement. Donc, ils doivent recevoir des formations approfondies en sciences de l'environnement, de la santé et du climat, afin de leur permettre de mieux comprendre les enjeux et traiter l'information d'une manière rigoureuse. Et puis, aussi, les journalistes qui œuvrent pour l'environnement, ils doivent travailler en étroite collaboration avec les scientifiques, les chercheurs dans le domaine de la préservation de l'environnement pour garantir la qualité de l'information. Normalement, ces journalistes ils doivent être
en contact avec les citoyens à travers des espaces de dialogue qui doivent être créés entre les journalistes et les citoyens et même avec les décideurs politiques afin d'enrichir les partenariats avec les acteurs de la société civile. En effet, les journalistes doivent vraiment exploiter de nouvelles technologies pour créer des contenus interactifs et visuels afin de susciter l'intérêt et l'implication d'un large public. Et je pense que de cette façon, les journalistes ont vraiment une relation étroite avec les citoyens et peuvent susciter vraiment des solutions proposées par les citoyens eux-mêmes pour trouver des solutions comme réponse à la lutte contre les changements climatiques et sanitaires même. Merci. Merci beaucoup, Samira. Merci. Donc, une chose que j'ai retenue de votre intervention, c'est l'importance de créer des espaces d'échange entre les communautés, la société civile, et ça va justement nous permettre de poser une question à Daouda, qui est aussi en ligne, qui a beaucoup travaillé dans la société civile et qui est maintenant avec Fondation S. Une organisation qui travaille également avec la société civile. Et donc, Daouda, je voulais venir vers vous pour comprendre un peu comment l'écosystème, en fait, l'importance de cet échange est là, mais il y a des ONG, il y a des organisations comme Fondation S, des bailleurs, des organisations internationales qui peuvent contribuer à cet écosystème des médias. Donc, quel est le rôle aujourd'hui des ONG et les bailleurs? Quel rôle peuvent-ils jouer pour vraiment renforcer l'écosystème autour des journalistes, des médias qui travaillent sur les questions environnementales? Merci beaucoup. À vous, Daouda. Merci beaucoup, Shakira. Vous m'entendez? Oui, à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Et désolé de ne pouvoir être avec vous. Comme vous le savez, nous organisons aussi avec des acteurs de la société civile qui viennent de 17 pays, environ 200 délégués, demain, au Musée des civilisations noires. Et donc, on va donner un peu de temps à Daouda de se reconnecter et on peut passer, je pense, à une autre question qui touche un peu aussi à l'écosystème. Allô? Hein. Daouda, vous nous entendez? Et donc, je pense qu'on l'a perdu. Donc, je vais aller vers Roland, qui est aussi en ligne avec nous, et puis on va donner le temps à Daouda de se reconnecter. Donc, Roland, bienvenue. Merci de me recevoir. Oui, alors Roland, vous portez un regard, un autre regard à cette problématique. Vous êtes femme leader dans les médias. Vous gérez une chaîne de télévision au Togo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience, notamment la valeur ajoutée du leadership féminin dans le journalisme environnemental? Quelle a été votre expérience sur ces questions-là en tant que femme leader? Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous rejoindre dans ce panel et j'ai écouté mes aînés qui ont véritablement posé le vrai débat et le regard que nous devons avoir avec les médias sur les questions émergentes de notre siècle, sur les questions environnementales. Je crois que la question que vous venez de me poser est très pertinente parce que avec mon expérience, j'ai commencé très tôt en tant que jeune fille et jeune femme et je me suis spécialisée très tôt sur ces questions écologiques qui me passionnaient. Et j'ai fait beaucoup de médias. J'ai fait la radio, la presse écrite et la télévision. Et à l'époque, ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, cet engouement autour de la paix.
fait plaisir parce que quand on était sur le terrain, on considérait comme les journalistes les moins intents d'une rédaction à l'époque. Donc, si tu parles de quelque politique comme mon grand frère dit, que c'est toi qui es le plus important de la rédaction. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Beaucoup de gens aujourd'hui comprennent qu'au fait, comme l'un de nos professeurs l'a dit, aujourd'hui, on ne peut plus parler et sans parler de l'environnement. De toutes les manières, on vit sur une terre, on vit dans un environnement et tout ce qui nous entoure doit nous concerner. Même si on parle politique, même si on parle santé, même si on parle économie, parce que tout est lié et tout est interaction. Concernant le leadership féminin dans ce secteur, j'avoue que moi, j'ai eu pas mes propres expériences. Et vous savez, comme dans tous les autres secteurs, la question de femmes est toujours d'actualité et c'est un défi à relever dans le secteur. Ça n'a pas été du tout facile pour moi en tant que jeune femme d'embrasser ce secteur-là. Et beaucoup me disaient, je suis trop ambitieuse. Mais aujourd'hui, je suis contente et très heureuse de voir qu'au fait, ce qui me passionnait est devenu quelque chose de très important aujourd'hui, que même les décideurs, les politiques prennent ça en compte. Donc, fondamentalement, la question de femmes dans le secteur de médias liés à l'environnement est cruciale. Souvent, nous sommes devant les caméras, nous tenons les micros, mais nous avons nos propres réalités à l'interne dont on n'ose pas en parler. On parle des droits des autres personnes, mais pour nous-mêmes, on n'arrive pas à en parler. Et je crois que ces genres de forums et poser ces débats intéressants et de revoir le statut de la femme de médias. Et longtemps, on a été comme suppléant aux autres, c'est-à-dire on vient à la dernière position. Une femme, moi, j'ai été même, on m'a même dit, tu n'as rien trouvé, c'est le journalisme que tu vas faire. Le journalisme, quand une femme le fait, généralement, elle ne se marie pas. On n'a pas le temps de se consacrer à la famille et tout ça. Donc, il y a les préjugés qui entourent ces genres de femmes qui embrassent le secteur en général des médias. Et aujourd'hui, vous savez, c'est important de revoir cet aspect. Les femmes doivent avoir la place qu'il faut maintenant aujourd'hui. Vous voyez, ça a commencé par prendre. Avant, on n'avait pas de femmes expertes qu'on peut interviewer dans des débats, qui peuvent intervenir et faire des décryptages de l'information. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que dans quelques médias, même internationaux, souvent on pense que c'est l'Afrique, le patriarcat, mais dans les pays européens, surtout le secteur média qui est très patriarcal. Et la femme, place de la femme, c'est difficile de voir femme au plateau et faire le décalage en tant qu'expert. Et qu'on peut interviewer, il peut commenter une actualité ou bien une news. Mais aujourd'hui, les choses commencent à prendre et on arrive à donner de place à la femme. Et ce leadership, je crois que nous les femmes de métier, on prend conscience, nous devons conscience du rôle capital de faire. J'ai été dans une réunion. Désolée, Roland, ça coupe un tout petit peu. Juste une Ça seconde. coupe? Essayez Allô, encore. Allô? Oui, c'est mieux. Ça Allez-y. va? OK. Alors, quand une femme parle, ça touche le cœur. Je suis désolée, mes collègues hommes du panel, mais vous le savez, vous le reconnaissez. Quand une femme parle, elle parle, l'éducation, ça passe par la femme. Et quand nous sommes sur les questions qui touchent le vécu de la famille, quand on parle de l'environnement, de la santé, c'est d'abord la famille, hein? Ça vient de la famille.
le bien-être d'abord, le self-care. Et tout est lié. Quand une femme porte la voix sur cette thématique, ça donne de l'impact. Et je crois que nous devons revoir la question du genre liée aux médias et surtout sur les thématiques que nous abordons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Roland. En tout cas, je suis sûr que la plupart d'entre nous qui sommes là conviendront avec vous que la femme est le pivot et l'âme de la cellule familiale. Sans vous, tout seul à la maison, pendant une semaine, nous serions perdus. Et aujourd'hui, dans beaucoup de rédactions, y compris au niveau international, les femmes dominent. En tout cas, moi, dans mon propre groupe, les hommes sont ultra minoritaires. C'est 1 tiers d'hommes, 2 tiers de femmes et à des positions de responsabilité. Donc, je pense qu'au-delà de la question du genre, l'essentiel, c'est la compétence et la capacité à prendre en charge les défis auxquels la société est aujourd'hui soumise. Et je pense que de ce point de vue, peut-être qu'il nous faut aller un peu vers un certain nombre de choses pratiques et de recommandations. Je voudrais quand même signaler une chose. Depuis près de 4 ans, l'Union africaine de radiodiffusion, qui regroupe les radiodiffusions et télévisions, toutes les radios de tous les pays africains, notamment publics et quelques privés, dont moi, qui suis au comité exécutif, a entrepris un certain nombre d'initiatives. Au mois de mai dernier, à Nairobi, il y a eu effectivement un grand séminaire de formation sur la réduction des risques de catastrophes et des systèmes d'alerte efficaces, en collaboration avec l'organisme spécialisé des Nations Unies de réduction des risques. Je peux également citer la Journée internationale de la presse cette année, qui a été consacrée à ces questions-là. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, avec d'autres, avec l'Institut Panos, notamment l'UNESCO, le bureau régional de Breda, et d'autres, effectivement, de réfléchir sur la presse au service de la planète, le journalisme face aux changements environnementaux. Donc, il y a des initiatives qui se font. Il y a même aujourd'hui un réseau, un pool de journalistes qui veulent se spécialiser ou qui se spécialisent progressivement en environnement. Ce n'est pas statique. Quand on veut se spécialiser dans un domaine déterminé, c'est dans un processus dynamique de remise en cause permanente qui intègre les différents, j'allais dire, changements qui s'opèrent, les différentes techniques qui s'opèrent. Encore une fois, je parle de l'intelligence artificielle. Il faut absolument que nous l'utilisions dans cette perspective-là. Et également, je pense que pour aller véritablement en termes de recommandations, je pense qu'on pourrait dire d'ores et déjà cette nécessité de spécialiser les journalistes, de veiller à la formation continue ou continuée. Également, au-delà des journalistes, quand on parle de journalistes, on pense à nous qui avions eu l'occasion d'être à l'écran, etc., tout ça. Mais je pense qu'également, comme la Panos a démontré, il y a le photojournalisme. Pendant cette journée de la presse, ils ont fait une exposition dans la salle où les images parlaient beaucoup plus que nos discours et les messages que nous véhiculions pour montrer un ensemble de choses. Je peux donner également un autre exemple. Récemment, également, toujours au Botswana, il y a eu les prix de l'Union africaine de radiodiffusion qui consacrent un certain nombre de magazines, des meilleurs producteurs, des meilleures productions. Celui qui a eu le prix du meilleur magazine vient de la RTS. J'ai eu l'honneur de le prendre au compte de la RTS. C'est un reportage d'Ibrahim Mandong sur la baie de Han, pour montrer qu'effectivement, que les questions environnementales deviennent de plus en plus un centre de préoccupation et d'intérêt des médias aujourd'hui en Afrique. Donc, je pense que cette question-là, elle est importante. Également, pour aller, et là, je sors de mon rôle de modérateur pour être dans les propositions, l'inclusion de modules qui touchent à ces questions à la fois de santé et d'environnement dès le primaire, en utilisant les SVT ou d'autres techniques, même le jeu, à travers le jeu, il est possible effectivement d'aller, j'allais dire, un peu vers cette conscientisation grandeur nature qui s'adresse effectivement à l'ensemble de ces populations. Je pense qu'également, vous aurez plus de... S'il y avait 2 ou 3 recommandations à faire, quelles seraient les vôtres? M. Bamba? OK. Vous avez dit beaucoup de choses que je peux prendre en compte. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui plusieurs défis. Parce que si on doit faire des recommandations, ça doit régler des problèmes. Quels sont ces problèmes que moi, j'ai justement constatés? La première chose que je constate, il y a un problème concernant l'accès à l'information pour les journalistes. Parce que la question de la santé et même aussi la question de l'environnement dans sa globalité, mais beaucoup plus les questions de climat, sont des questions spécifiques et que des journalistes qui n'ont pas eu une formation assez pointue ne peuvent pas débattre tout seuls. Donc, on aura besoin
des spécialistes. Donc, ma recommandation à ce niveau, c'est vraiment la disponibilité des hommes et des femmes qui en savent. Parce que ceux qui sont les sachants doivent se prêter au jeu. Nous avons les outils, mais eux, ils ont la connaissance. Donc, je voudrais suggérer que vraiment, parce qu'on a constaté ça dans le quotidien de notre organisation, on a beaucoup de collègues, de confrères qui, voulant chercher à parler d'un sujet, il y a des spécialistes soit ne sont pas disponibles ou ont des contraintes, quelquefois administratives. Je vous donne un exemple chez moi en Côte d'Ivoire. À un moment donné, j'ai constaté ça. Pour avoir une interview avec un médecin, il faut que le ministre de la Santé te donne une autorisation. Sinon, le médecin ne vient pas, même quand tu vas dans son officine ou bien dans sa structure, il ne parle pas, il te demande le papier. Et le papier en question, ce n'est pas quelqu'un du ministère qui doit le signer, c'est le ministre lui-même. Vous pouvez comprendre la difficulté. Donc, quand il y a des urgences, parce que ça arrive, il y a des urgences qui donnent l'information. Donc, voici comment les rumeurs prospèrent. Les rumeurs prospèrent parce qu'on n'a pas la bonne source. Et après, je vois souvent des gens en train de rattraper des rumeurs ou des informations qui ont été données et qui n'ont pas été données selon la bonne source. Vous savez, dans le métier, on est tous ici des journalistes. La question de la source est importante dans notre métier. Qui t'a dit de dire? Qui a dit à ton micro? Voici les questions. Donc, si vraiment on peut résoudre ce problème, pour moi, ça serait une bonne chose. Et ça, je m'adresse au gouvernement, je m'adresse même aux institutions internationales. Et bon, c'est beaucoup plus facile avec des ONG, mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Quand on veut atteindre certaines cibles, on veut parler de certains problèmes, il va falloir aller trouver vraiment le sommet. Bon, à Abidjan, moi, j'avais la chance, je connaissais personnellement le ministre. Donc, je venais à son bureau avec le papier et puis il signait. Mais combien de journalistes peuvent avoir ce privilège? Ça, c'est vraiment un problème que je voulais soulever. Mais puis ensuite, on en a la question de ce que j'appelle, je crois que j'ai vu même ça aussi dans le document de référence qu'on nous a envoyé, qui est une réalité, la pression économique. Les journalistes, malheureusement, ne sont pas les gens qui sont riches. C'est un métier passionnant, mais malheureusement, et je crois qu'un de nos chefs que vous devez connaître, qui s'appelle Zio Moussa, à Abidjan, nous avons enseigné que celui qui veut gagner l'argent, qu'il aille faire un autre métier. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un métier assez passionnant, mais malheureusement, c'est compliqué financièrement. En temps, les journalistes doivent être des gens indépendants financièrement. Ce qui fait que les gens vont vers des spécialisations en politique. Parce qu'on voit un homme politique, il veut détruire son adversaire, il peut te donner 500 000, 2 millions, tu écris des choses qui sortent totalement de la déontologie du métier. Aujourd'hui, voici les réalités. Mais alors, ça vous dit que nous qui avons décidé de nous organiser, parce que nous sommes une organisation des journalistes, des professionnels, des médias. Souvent, nous proposons des projets aux partenaires. Bon, souvent, les gens ils n'ont pas confiance aux journalistes. Il y en a qui ont peur de parler. Où est-ce que ça va arriver? Ce que je vais dire, est-ce qu'ils ne vont pas tronquer les formations? Il y a trop de problèmes autour du métier. Mais pourtant, il faut qu'on informe. Si on n'a pas informé, c'est la rue qui informe. Si on n'a pas informé, si on n'a pas la bonne source, ben écoutez, ce sont les rumeurs qui prennent le devant. Donc, je voudrais vraiment demander une certaine indépendance. Que ça, c'est un message qui s'adresse aux journalistes, mais aussi aux médias, mais aussi aux différents partenaires, de prendre vraiment la question de l'indépendance financière des journalistes en compte. Pour ne pas que les gens aillent un peu partout. La dernière chose sur ce plan que je voulais dire, c'est que les journalistes aussi ont, bon, d'une manière générale, une tendance à aller vers le sensationnel. Voilà. Bon, et ça fait peur aux gens. Donc, je voulais lancer parce qu'il ne faut pas parler que des autres. Il faut qu'on sache nous-mêmes quelles sont nos plaies. Il faut pouvoir aller vraiment à la source et se déconnecter. Et puis, dans un domaine comme la santé, comme l'environnement, on ne peut pas aller pour le sensationnel. Sinon, vous tuez des gens.
Voilà, si c'est la culture, bon, on peut rattraper, mais si vous voulez donner, vous allez stigmatiser des gens. Donc moi, je voulais vraiment demander à mes collègues qu'il faut qu'on aille davantage dans le sens du professionnalisme et demander aux gouvernants de prendre en compte la question économique des journalistes, que des créneaux soient créés pour que les journalistes puissent faire leur travail. Parce qu'au niveau de la santé, on ne va pas payer quelqu'un pour parler de ça, l'environnement aussi. Et là, on est dans le changement climatique, on est en train de nous tous de subir, on est en train de subir les conséquences. Donc, en travaillant pour ces causes, on travaille pour nous-mêmes et pour nos familles. Donc, c'est ce que je pourrais dire de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais je crois que le temps nous fait un peu défaut. Voilà, donc je pense que ce que vous avez fait, Mustapha va prendre après sur le même thème. Je reprendrai la parole et Shakira va conclure notre discussion. Hein? Nous avons Daouda. Okay. Donc, c'était Mustapha? En termes de recommandations, je voulais peut-être dire il y a une réalité que l'évolution des choses nous impose. L'exemple de la pandémie COVID-19, bon, pour meurtrière qu'elle ait été avec toute la charge tragique, a eu quand même cet effet positif de pousser les gens à la réflexion. Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait matière à dire sur les relations entre la presse et les scientifiques. Bon, au moment où l'information sur la pandémie était tellement invasive sur toutes les chaînes, surtout que dans un contexte où c'était le confinement, tout le monde était obligé de rester chez lui, ce qui le médiatisait au dehors et au reste du monde, c'est soit c'était son téléphone portable, son smartphone, ou soit c'est sa télé. Alors que, aussi bien à la télé, sur Internet, que dans tous les écrans de toutes les chaînes de tous les pays du monde, on parle de pandémie. Et dans une même journée, il peut arriver que le même journaliste donne une information sur la maladie en termes de, je ne sais pas, quel antidote est proposé. Et le même journaliste, sur une même information, peut varier sur 24 heures 4 ou 5 fois, selon son temps de présence. Hein? On peut informer tout de suite et avoir une contre-information sur la même réalité par d'autres experts qui avaient le statut de scientifique. Ça posait quoi? Ça veut dire c'est lié simplement au fait que le phénomène étant très disruptif, étant nouveau, il avait chambardé tous les schémas de pensée. Tout ce qui était élaboré comme certitude, aussi bien sur le plan scientifique, mais aussi du point de vue des approches de traitement de l'information. Ça a mené le CECI, dans le cadre du réseau Théophras, de mener une réflexion à l'international, dans le cadre de tous les instituts de formation en journalisme et communication du monde de la francophonie, d'installer une réflexion à l'échelle internationale pour voir un peu comment tirer les leçons de COVID-19, pour voir comment réajuster les curricula dans les écoles de formation, aller vers une refonte des programmes de formation, des curricula. Et l'expérience, en tout cas que le CECI a conduit, à laquelle j'ai participé, est consignée dans ce numéro spécial de la Revue africaine de communication que vous pouvez consulter à la médiathèque du CECI, où on dit un peu qu'est-ce qu'il y a qu'on peut dire. En tout cas, ce qui est certain, et ça c'est une recommandation qu'il faudrait peut-être jeter à l'escarcelle de ces assises-là, c'est qu'il n'y a plus possibilité d'aller de façon solitaire là. C'est fini. L'ère des chevauchées solitaires là, que ce soit dans le domaine scientifique que dans le domaine de la presse, ça n'est plus possible. Nous sommes condamnés à aller vers cette confiance-là dont j'ai parlé à l'instant pour que les choses puissent aller ensemble. Il y va du devenir de l'humanité et il y va même de la crédibilité et de l'information qui est donnée par les journalistes et du scientifique qui est porteur de cette information-là, qui a besoin de le médiatiser pour que cette information puisse être utilitaire. Ce n'est pas par hasard que c'est juste après Covid qu'on a commencé à parler de journalisme de solution. De parler de voir un peu comment... Ça fait penser à un vieux concept qu'au Sénégal, on avait agité avec Tata Adenbaye Derneville,
le vieux cadre du CECI pour les diplômés du CECI, ceux qui comment ont été étudiants au CECI il y a plus de 40 ans. On parlait de journalisme de développement. Hein, la radio éducative Senghor, le visionnaire, avait parlé, prenez la grille de programme de 10 radio éducative rurale. Et je le dis souvent, hein, l'information type talk show, là, avec micro ouvert où les citoyens lambda viennent intervenir, ce n'est pas une invention du 21e siècle, encore moins des presses modernes. Allez voir dans les grilles de Radio Sénégal d'il y a 50 ans, il y a eu ça. Le camion studio se déplaçait dans les quartiers ou dans les villages les plus reculés du Sénégal. On projetait un film sur la dysenterie, sur les maladies qui étaient à l'époque, hein, tuberculose, fièvre jaune, etc. Et des séances de sensibilisation avec, j'avais pas le direct parce que les moyens de la technologie ne le permettaient pas, mais ça ressemblait à du direct parce qu'on enregistrait des choses qu'on venait diffuser, soit le lendemain ou le surlendemain, où les opinions des populations étaient prises en compte. C'est ça qui existait, bon, à titre pionnier, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais c'est ça maintenant que c'est prégnant et c'est maintenant qu'il faut aller vers ça. Faire du journalisme qui soit pas utilitaire, mais qui prenne en compte les préoccupations des gens, mais une pratique de l'information qui soit éclairée par des gens qui savent et qui savent véritablement. Sinon, aujourd'hui, le fait est que le journaliste est concurrencé sur son propre terrain. Hein, le quatrième pouvoir dont on nous a fabulé, là, on a fini de le perdre depuis très longtemps. Un fait divers qui se passe tout de suite, hein, le coxeur de quelque part, ou l'apprenti car rapide ou qui tombe d'un diagadja avec son smartphone, il va filmer quelque chose avant que toi, tu ne viennes filmer en t'accommodant de ce qui est considération déontologique. Il faut traiter l'information croisée. Cette information est aux quatre coins du globe. Avec quels moyens? Avec quel concept, etc. C'est pour ça qu'il y a nécessité vraiment de refondre la pratique. Et la première des choses, en tout cas de ce qui est sorti de cette réflexion internationale sur la pratique journalistique, en tout cas au niveau où il faut l'enseigner, c'est de refonder d'abord les curricula, mais réinvestir la problématique du journaliste du point de vue même de son statut. Qui est le journaliste et qui ne l'est pas? Les fake news sont tellement prégnants que le journaliste, quel que puisse être son âge et son professionnel, et à me regarder, je prends un exemple, il y a 4-5 jours, sur Internet, il y avait un mouvement d'humeur à l'université. Mais quelqu'un peut-être, parce que bon, comme on est aussi dans une période assez particulière, très, très sensible sur le plan électoral, des gens ont pris des images d'il y a 1 an, quand on brûlait le CECI et l'université était en feu, et ils ont fait un montage tel que moi qui vais presque tous les jours au CECI, j'ai cru encore comprendre, dans ma tête peut-être traumatisé par les événements antérieurs, je me suis dit qu'encore, on réitère alors que c'était faux. Heureusement que quelqu'un qui était au CECI au même moment a dit, le directeur en l'occurrence, qui revenait de voyage la veille, a dit que non, ça c'est faux, il y a eu de la manipulation, etc. Pour m'apaiser. Si moi-même, à mon âge, étant, disons, un habitant de cette localité-là, j'ai dû être bassiné de cette manière-là, imagine quelqu'un sénégalais qui vit en Australie, qui subitement tombe sur une image de cette manière-là. Ben, écoute, parce que le journaliste qui aurait dû faire cette information juste est concurrencé et très déloyalement, mais de façon tellement abrupte et massive que sur son échiquier, il a perdu de son statut et de son rôle qui était celui d'informer. Donc, la réflexion que ça amène, c'est les refontes des curricula, le fait de revisiter le statut même du journaliste, mais en fait aussi d'investir les méthodologies et les techniques classiques de collecte de l'information. Bon, ce qui est proposé comme axe, c'est des outils conceptuels nouveaux qu'il faut intégrer, l'analyse situationnelle, l'intégration de l'analyse de la complexité, parce que les problèmes d'environnement, c'est des problèmes extrêmement complexes. L'approche holistique là, dont les écologistes ont parlé pendant presque 30 ans, dont personne ne jugeait de la pertinence parce que c'était un peu jargonneux et tout. Maintenant, on comprend que c'est des intrications, c'est des complexités, mais que du point de vue de l'analyse, on ne peut pas analyser de façon isolée, mais analyser dans une perspective globale, etc. Et le dernier aspect sur lequel la recherche qui est encore en cours appuie, c'est la nécessité d'une immersion culturelle sur les valeurs de culture. Comme on est dans le domaine de la santé et on est à Dakar,
mais qui se rappelle aujourd'hui qu'ici à l'hôpital de Fann, on a expérimenté sur 20 ans avec le professeur Henri Collomb une initiative de cure thérapeutique, d'intégration des valeurs de culture avec le NEP des Lobou, dans la prise en charge de la maladie mentale au moins d'une psychiatrie qui intègre les valeurs de culture. Encore une fois, c'est pionnier, c'est venu avant l'heure, mais si c'était cette expérience-là se déroulait aujourd'hui, mais ce serait eu une audience mondiale. Malheureusement, c'est oublié. Professeur Henri Collomb, on ne sait pas ceux qui ont eu à suivre après son cursus. L'héritage, je n'ose pas dire que ça a été chahuté, mais en tout cas, on a oublié que cette expérience-là qui était prévalente, mondiale, suivie, est passée sous oubliette. Bon, l'autre aspect sur la culture, bon, l'expérience de Malango, comme on est à Galien, on parle de pharmacie, ce que la systématique botanique et notamment les recherches avec le professeur Boudoussou ont fait sur les plantes médicinales également, ne peuvent pas se faire si il n'y a pas une ouverture sur les sociocultures, sur ce qu'aujourd'hui on appelle les écocultures. Parce que nos sociétés ont élaboré des dispositifs très, très structurés, qui relèvent même de leur imaginaire, qui font que l'arbre est représenté d'une certaine manière. Telle plante est fonctionnalisée. Il y a des interdits autour de certaines pratiques qui ont contribué à ce qu'il y ait des harmonies qui ont perduré dans l'histoire, qui font que bon, les hommes ont vécu en tout cas en tout équilibre. Ces déséquilibres-là qu'on connaît maintenant, le Lébou peut-être là ne va pas me continuer. Nous, en fait, nous n'osons pas prendre la santé et jeter dans l'océan Atlantique. Parce que bon, d'abord, Moustapha est une mine de savoir. Donc là, je vais terminer sur ça pour dire simplement que les cultures, c'est extrêmement important et c'est un concept nouveau aujourd'hui qu'il faut intégrer, en tout cas dans les écoles de journalistes, en plus de la nécessité de faire des ouvertures sur ces outils conceptuels-là dont j'ai parlé, cette nécessité de faire cette immersion dans les valeurs de culture me paraît extrêmement important et qu'il faut intégrer dans les recommandations. Merci beaucoup, Moustapha, vraiment, pour tous ces inputs. En tout cas, moi, je voudrais terminer sur juste deux choses avant que Shakira ne termine cette portion. On a des contraintes de temps. C'est la question de la protection des journalistes qui interviennent dans ce domaine de l'environnement. Les chiffres sont clairs. 70% des gens qui sont dans ce secteur ont été agressés d'une manière ou d'une autre. Les chiffres de l'UNESCO établissent qu'il y a eu 44 journalistes qui abordent ces questions d'environnement qui ont été tués lors des 15 dernières années. Donc, au-delà de l'accès à l'information, au-delà de tous ces aspects-là, les questions économiques, je pense que cela est important. Donc, l'autre chose également, oui, ça, c'est un engagement que je prends. Si la vidéo de cette conférence est disponible, je vous ferai un plaisir de le diffuser sur les deux chaînes, Label TV, sur Label TV, et de le mettre également sur la plateforme de l'Union africaine de radiodiffusion, accessible à toutes les télévisions africaines. Je vous remercie, Shakira. Merci, Maktar. Je voulais juste donner 2 minutes très vite à Daouda de parler de cet échange entre les journalistes et la société civile, et aussi Daouda juste de nous donner très vite une recommandation pour clôturer la réunion. Merci. Merci beaucoup, Shakira, et désolé pour ces problèmes techniques. Je vais aller très vite. D'abord, je suis content d'avoir Youssouf, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps sur les questions de communication, du rôle des médias par rapport aux problématiques de santé les plus importantes. Il y a, à mon avis, il y a plusieurs considérations ici. Sur les questions sur la question du climat et son impact sur la santé, je crois que le rôle des médias est crucial pour nous permettre d'éviter que les menaces climatiques ne se transforment en catastrophes climatiques, surtout en matière de santé. Je dis ça parce que simplement, on a l'expérience de ce qui s'est passé au nord du Sénégal, mais parce que l'information est passée d'une certaine façon, que les populations ont pu prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas eu, et le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu autant presque pas eu de pertes en vies humaines. Il y a des pertes sur le plan matériel, il y a les populations sont dans l'eau, et il y aura certainement des pertes, des conséquences à long terme. Il y a dans les actions climatiques quelque chose de très important qu'on appelle le Early Warning System, c'est-à-dire comment alerter précocement pour que les gens puissent se préparer et agir en conséquence. Et cela, nous ne pouvons le faire que
si les journalistes et les autres acteurs travaillent ensemble. Notre rôle à Foundation S, qui est la fondation du groupe Sanofi, qui est une compagnie qui travaille en santé, c'est justement de voir comment soutenir les communautés et les acteurs qui travaillent avec les communautés, dont les médias, à pouvoir se préparer, à pouvoir agir contre les menaces en santé des changements climatiques. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des solutions locales et à problème local, solution locale. Je crois qu'il faut qu'on évite, et nous avons vécu ça dans la lutte contre le sida, nous avons vécu ça ailleurs, et Youssouf peut en parler. Il a fallu qu'on s'écarte très loin du jargon scientifique et de l'enfermement des experts pour aller vers une certaine multisectorialité qui a donné un rôle extrêmement important aux médias et qui nous a permis que les populations comprennent ce qui se passe, les priorités, les urgences, les menaces, et c'est ça qui leur a permis de pouvoir jouer leur rôle éventuellement. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi que tous les acteurs comprennent que les populations, même si elles sont vulnérables au changement climatique et à ses conséquences sur la santé, elles sont porteurs de solutions. Et que ces solutions, si on les soutient et qu'on les mette à l'échelle, ça peut être une réponse la plus pertinente et la plus durable. Aujourd'hui, nous parlons des inondations et il y a beaucoup de reportages qui montrent les conséquences et les dégâts que cela fait, mais très peu de reportages parlent des conséquences qui vont avoir lieu sur le long terme. Aujourd'hui, on sait, l'Ouganda a vécu 6 mois de choléra. La Zambie a vécu 6 mois de choléra. Le Malawi vit depuis plus d'un an parce qu'il y a eu des cyclones, parce qu'il y a eu des inondations. Et tout de suite, on ne voit pas les conséquences, mais les conséquences en santé, ce sont des conséquences à long terme. Aujourd'hui, on devrait s'intéresser sur ce qui se passera au Fouta, à Bakel et à Kédougou et dans toutes les zones qui sont concernées, parce qu'il y aura des conséquences en santé. Il est heureux que la première action que le gouvernement a fait, c'est de déployer un hôpital mobile sur le terrain, parce que c'est très important, parce qu'il y aura des conséquences sur la santé. Notre rôle à nous, c'est justement, nous nous mettons à la disposition des communautés et sommes prêts à financer. Et c'est cela, Youssou a parlé des moyens. Nous essayons de mettre des moyens tout de même d'action à la disposition. Nous avons fait jusque-là 3 appels à projets et c'est l'occasion de solliciter les professionnels des médias. Nous n'avons pas reçu de projets portés par les professionnels des médias pour parler des conséquences des changements climatiques sur la santé. C'est le moment. Je crois que c'est le moment. Et comme on l'a fait dans la lutte contre le sida, il ne faut pas qu'on le laisse avec les autres acteurs. Et je crois que chacun a un rôle à jouer, les médias en particulier, pour toucher les populations là où les scientifiques ne peuvent pas aller, toucher les populations là où les bailleurs de fonds et les ONG ne peuvent pas aller, et continuer à insister sur l'urgence d'agir contre les changements climatiques parce qu'il y a une urgence, et mettre le curseur là où les priorités sont, en particulier soutenir les populations qui contribuent pour très peu à la pollution qui crée aujourd'hui les changements climatiques. L'Afrique contribue pour moins de 4% des émissions à effet de serre. Et 80% des conséquences des changements climatiques, en tout cas sur la santé, se passent en Afrique subsaharienne. Mais il faut que les professionnels des médias s'intéressent à cette question et élèvent le niveau de connaissance à un point tel que les gouvernements ne peuvent plus suivre leurs responsabilités. Les populations elles-mêmes peuvent tenir responsables les décideurs et que nous tous, nous puissions agir pour préparer les communautés à agir pour protéger le bien-être des populations, protéger la santé des populations de manière pas éphémère, mais de manière durable. Nous avons su le faire pour la poliomyélite, nous avons pu le faire pour la vaccination, nous avons pu le faire pour le VIH-Sida, nous l'avons fait avec le paludisme et la tuberculose, ce qui nous vaut les chiffres que nous avons aujourd'hui, et nous devons le faire pour les changements climatiques. Je termine par dire que je n'ai pas pu être avec vous parce que demain, au Musée des civilisations, nous organisons le premier campus des solutions locales sur climat et santé. Qu'est-ce que les communautés africaines mettent sur la table, apportent comme solution locale concrètement? Pas qu'on attende que les universités du Nord nous disent ce qu'il faut faire. Pas qu'on attende que les bailleurs de fonds nous disent ce qu'ils savent faire. Avant-hier, j'étais à Palmarin, une des localités qui est menacée par les changements climatiques. Sans moyens, les populations
plante des piquets pour ralentir l'avancée de la mer qui détruit toutes les maisons et salinise les sources d'eau, notamment les pluies. C'est des solutions concrètes que les populations mettent en œuvre et qui peuvent être déployées et dupliquées à large échelle. Et je voudrais, Shakira, terminer parce que j'ai M. Makhtar Sylla autour de moi. Bamba, c'est mon ami. Makhtar Sylla, on a une expérience très, très particulière. Il ne s'en rappelle même pas, je suis certain. Il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, j'étais jeune acteur de la lutte contre le sida et j'allais travailler au Rwanda. Et au retour, j'étais dans le même avion que lui. Il travaillait pour, je crois, un projet qui s'appelle World Space, des radios satellitaires, les premières radios à l'époque. Je crois qu'il s'en souvient. Et donc, dans la conversation, dans l'avion, il me dit, mais jeune homme, vous étiez où? Je lui explique tout ce que je faisais après le génocide pour aider le Rwanda à mettre en place un programme de lutte contre le sida. À un moment donné, il m'a regardé pour me dire, vous savez quoi, Monsieur Diouf, tu es mon petit frère, mais je vais te donner un conseil. Quel que soit ce que tu vas faire, même si tu es pour vendre du tchaf, c'est les arachides grillés, fais de sorte que tout le monde sait que tu es le meilleur vendeur de tchaf. Monsieur Sylla, ce conseil me sert toujours et je ne peux pas rater cette occasion de vous dire merci pour ce conseil. Et ça date de plus de 25 ans que vous m'aviez donné et je suis sûr que vous l'avez oublié. Mais j'essaie de faire, et je le dis à tout le monde. Et Bamba peut dire que je le répète souvent aux ONG, faites de sorte qu'on soit les meilleurs, même si on est dans les pays en développement. Nous pouvons le faire et nous avons les connaissances pour le faire. Il nous manque les ressources, mais les ressources serviront lorsque nous serons déterminés à changer l'ordre des choses. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Daouda. Et merci pour ce plaidoyer. Excellent. Nous avons beaucoup de contraintes de temps. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'avoir des questions de nos participants, mais je vous invite à parler avec les panélistes juste après cette discussion. Je voulais juste rappeler les recommandations parce que c'était vraiment le but de cette discussion, de sortir quelques recommandations. Le rôle des médias est primordial, ça on a bien compris, pour répondre à cette crise qui touche à notre santé, à notre environnement. Quand on parle de l'accès à l'information, la disponibilité des experts pour parler avec des journalistes, c'est important. Indépendance financière des journalistes aussi, également très important, une des recommandations. Il faut qu'on aille dans le sens de professionnalisation, refonte des programmes de formation, important de s'allier avec les experts et les scientifiques, faire du journalisme qui est éclairé par des gens qui savent. Rappeler la nécessité d'une immersion culturelle pour le journaliste et la protection des journalistes. Donc, voici les recommandations qui sortent de cette discussion. Je vous remercie tous pour votre participation et je vous invite, bien sûr, à parler avec les panélistes après. Et je remercie Makhtar. Merci Shakira d'avoir préparé tout et d'avoir fait les conclusions. C'est ça, les femmes, ça sert à ça. Il faut les faire travailler. Merci. Merci Shakira, merci Makhtar, merci Youssouf. Allez, bye. À tous. À bientôt. Merci Roland. À bientôt, merci. Bientôt.